Ils représentent des marques ou même des entreprises. Parmi eux, il y en a également qui sont propriétaires et justement, ils mènent aussi des vies parfois au-dessus de la moyenne puisque de l'argent, ils en ont. Certains en ont d'ailleurs suffisamment pour le distribuer aux premiers venants ou plutôt aux plus commandeurs qu'ils croisent dans la rue. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous nous intéressons aux influenceurs, mais également aux influenceuses dans ce numéro de l'interview. Merci de nous regarder à l'instant. Nous en parlerons justement avec notre invité du jour, Guyère Kota. C'est un psychosociologue qui revient sur ce plateau pour la deuxième fois. Bonjour, bonsoir Guyère Kota et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'inviter de nouveau et de donner mon avis à cet autre fait de la société. Comment vous portez-vous? Je suis en forme et je partage avec joie cette fête de fin de jeûne des musulmans. On va parler d'influenceurs et d'influenceuses et ce sera durant les 26 prochaines minutes, mais d'abord j'aimerais savoir quel est le regard que vous posez sur cette montée en puissance finalement des influenceurs et des influenceuses. Il y en a qui naissent tous les jours. Vous, en tant qu'observateur averti, j'ai envie de dire, quel est votre avis de façon globale là-dessus? La désolation. Malheureusement, c'est un sentiment de désolation que je partage avec mes collègues du laboratoire de psychologie dans lequel nous sommes. C'est un phénomène que nous observons et il nous arrive, si vous permettez l'expression, que nous coulons les larmes au regard de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait à travers ce phénomène d'influenceur. Alors, il faut dire que le mouvement est venu un petit peu toucher quand même à nos mœurs, à nos valeurs, surtout qu'on est dans une société africaine. D'après vous, est-ce que les influenceurs aujourd'hui ont leur place dans cette société? Bon, il faut dire que la nature a horreur du vide. Ce phénomène d'influence vient du fait qu'il y a un besoin exprimé par les populations d'avoir, je vais dire comme ça, des modèles dans notre société. Notre société se caractérise essentiellement par une décrépitude des mœurs et donc il y a des personnes qui ont donc estimé comme ça qu'elles peuvent se frayer un chemin dans ce vide-là. Donc c'est triste, nous observons. Alors, avant d'en parler, on a envie de conclure que d'après vous, les influenceurs, tous les influenceurs n'ont pas forcément leur raison d'être. En tout cas, tout ce qui existe aujourd'hui dans le champ de notre société, camerounaise notamment, n'ont pas forcément leur place. Enfin, c'est pas légitime qu'ils soient là où ils se trouvent en ce moment. Qu'ils occupent cette position, en tout cas dans la société. De toute façon, comme je vous ai dit, il est vrai que nous sommes actuellement dans les techniques de l'information et de la communication avec les réseaux sociaux. C'est nouveau dans notre contexte, dans notre environnement. Et donc, de nouveaux types de métiers, entre guillemets métiers, peuvent émerger. Même s'il se dit que le métier d'influenceur existait déjà. Bon, dans notre société, bon. Ok, j'étais en train de dire que qu'il y ait ce type de métier, entre guillemets, en principe, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et se trouve tout simplement que chez nous, certains influenceurs et influenceuses ont profité du fait que notre population a soif d'avoir des modèles, d'avoir des guides, d'avoir des gens qui les orientent dans la vie. Parce que malheureusement, les modèles classiques traditionnels, tels que les hommes d'église, les politiciens, les médias, auprès de ces modèles classiques, qu'il y ait eu ou qu'on observe une perte de confiance. Et donc... Alors, est-ce que vous avez une explication à ça? Qui est perte de confiance? Oui, parce que malheureusement, nous allons peut-être être obligés de relever des cas. Je prends par exemple des hommes d'église. Nous connaissons des scandales que nous avons connus dans ce milieu-là. Des hommes d'église qui ont eu des déviations sexuelles. Pour ne parler que ce cas. Conséquence, d'une manière générale, les hommes d'église ne sont plus très crédibles. Et donc leur discours a perdu de toute sa valeur. Si nous prenons le cas des hommes politiques, nous connaissons notre environnement, nous connaissons tout ce que les hommes politiques font dans notre société. Ils ne réalisent plus les promesses qu'ils tiennent pendant les campagnes politiques justement électorales. Donc
Ça fait donc que les populations n'ont plus confiance, comme je disais, à ces modèles ou à ces guides classiques de la société. Et donc, c'est ça qui explique que l'émergence aujourd'hui des influenceurs et influenceuses qui apparaissent comme de nouvelles personnes. Et comme j'ai dit, il y a eu un vide, il y a un besoin, il y a un besoin réel. Et donc, ceux qui arrivent à captiver l'attention de ceux qui ont ce besoin d'être guidés, d'être orientés, de mieux comprendre la société, vont donc vers ces influenceurs et influenceuses. Vous parlez de modèles véritables qu'on peine désormais à retrouver dans notre société, et ça m'amène à vous poser la question de savoir qui est influenceur d'après vous, quelle est la bonne définition, quelle est la perception que vous avez du concept d'influenceur ou d'influenceuse. La bonne définition pour moi d'un influenceur ou influenceuse, c'est la personne qui, de par ses connaissances et compétences, dans un domaine, parce que malheureusement, ce qu'on observe avec les influenceurs, c'est qu'ils veulent parler de tout. Donc, pour être un meilleur influenceur, il faut avoir des compétences bien précises, avec de l'expérience dans un domaine précis, et chercher à orienter, à guider ou alors à apporter des éléments de réponse aux questions que des populations se posent dans le domaine. Là, si on reste professionnel, on a des chances d'être un bon influenceur. Influencer tout en laissant la possibilité à la cible de choisir, de décider. Mais par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a des influenceurs qui vont jusqu'à amener les gens à agir de la manière dont ils ou elles veulent. Mais est-ce que dans le fond, ce n'est pas un petit peu ça le but aussi? Parce qu'un influenceur est censé orienter les personnes qui le suivent vers la direction que lui, il aimerait qu'ils suivent, ou que ces personnes suivent en tout cas. Et oui, disons que la différence entre les deux, c'est qu'il y a le libre choix, la liberté. C'est-à-dire que je prends par exemple, le psychothérapeute, c'est un influenceur. C'est ce que je fais très souvent. Je peux le dire, on peut dire qu'on influence l'esprit de l'autre. Mais seulement dans les entretiens que nous faisons, nous veillons à ce que le patient garde sa liberté, son libre choix. On lui présente les éléments et nous lui disons, nous vous suggérons, voilà les expressions que nous utilisons le plus souvent, nous vous suggérons, nous vous proposons. Il serait mieux d'essayer de faire ainsi ou comme cela. Or, qu'est-ce qui se passe avec les influenceurs? C'est qu'on dit, il faut faire comme si, suivez ce que je vous dis, faites comme je suis en train de vous dire. Et là, il y a déjà comme de la directivité qu'on donne à la cible, à notre cible. Donc il faut essayer de veiller à la non-directivité dans, comment je vais dire ça, dans l'activité de l'influenceur ou de l'influenceuse. Alors, vous avez parlé de scandale. Je veux qu'on aborde à présent la question. Il semble que la tendance est au féminin quand on parle de scandale, quand on parle d'influenceurs et d'influenceuses. On a l'impression en fait que les femmes influenceuses se retrouvent beaucoup plus dans des situations un peu disgracieuses que les hommes qui sont des influenceurs. Pourtant, on le sait, en Afrique notamment, c'est à la femme qu'on demande des comptes quant à l'éducation, quant à certaines valeurs qui sont prônées dans la société et par ricochet aux enfants. Voilà. Comment comprendre que ce sont les femmes qui se retrouvent dans les scandales, beaucoup plus dans les scandales aujourd'hui que les hommes? Quelle est la raison? L'émotion. L'émotion. Vous savez que quand on est influenceur ou influenceuse, on a une audience. Et on a dans les réseaux sociaux cela se mesure, c'est-à-dire il y a les statistiques, on sait qu'on a un vue de 1000 personnes, de trucs comme ça. Donc il y a l'émotion qui viendrait de notre célébrité. Les hommes ne sont-ils pas aussi émotifs? L'homme généralement fait l'effort de garder les pieds sur terre, si vous permettez l'expression, d'avoir une maîtrise de soi beaucoup plus accentuée que la femme. Et malheureusement, la femme est beaucoup plus émotionnelle. Et donc, dès lors qu'elle se rend compte qu'elle a de la célébrité, qu'elle devient un tout petit peu, comme on dit, je vais dire, star, et vous permettez encore l'expression, elle se prend la tête. Et donc, elle commence déjà à se comporter, comme vous avez dit, de manière inadéquate.
Et c'est pour cela qu'on observe ces écarts de comportement de ces influenceuses. Est-ce qu'ils sont toujours volontaires? Est-ce que les femmes qui se retrouvent dans ces scandales-là, d'après vous, le veulent? C'est prémédité, c'est voulu, vraiment? Ou elles sont plutôt victimes de l'environnement dans lequel elles évoluent? Les deux. Elles sont volontaires et elles sont victimes. Vous savez que pour exercer tout métier, il y a un élément qui intervient au-delà de nos compétences, c'est la personnalité. Chacun de nous a une personnalité. Et il y en a qui ont des personnalités paranoïaques, il y en a qui ont des personnalités narcissiques. Donc, je ne connais pas ces influenceuses de façon personnelle. Mais à les observer, on a l'impression que celles qui dérivent ont un accent beaucoup plus marqué en ce qui concerne la personnalité narcissique. C'est-à-dire que dès qu'elles ont du prestige, dès qu'elles sont appréciées, entre guillemets, dès lors qu'elles se rendent compte que leur audience s'agrandit au quotidien, et donc narcissique à la base, et on commence donc à avoir des comportements qui tendent à vouloir se mettre davantage sur la scène, et au lieu de prendre du recul par rapport à la célébrité, à tout ce qui pourrait nous conduire au stamania. Vous avez beaucoup parlé de réseaux sociaux depuis l'entame de cet échange et justement, l'occasion m'est donnée maintenant de vous demander si le libre accès aux réseaux sociaux n'est pas aussi responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce qu'on observe aujourd'hui. Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, un jeune qui a sa connexion de 100 francs par exemple peut avoir accès à tous les réseaux sociaux que finalement on se retrouve avec des influenceurs qui produisent des contenus peu louables pour la jeunesse, mais que ces jeunes suivent quand même? Malheureusement, comme on dit, toute chose a un côté négatif. Les réseaux sociaux, pour dire vrai, ont un effet positif pour toute activité, pour ne pas dire toute personne. Pour quiconque qui exerce n'importe quelle activité, cette personne se sentirait davantage à l'aise en utilisant les réseaux sociaux. Si on sait l'utiliser aussi. Bien entendu. Ça, c'est la base. Maintenant, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont les problèmes. C'est plutôt notre société et la manière dont nous gérons notre société. C'est-à-dire quoi? Si notre société était bien régulée, avec des mécanismes de contrôle bien précis et implémentés, c'est-à-dire appliqués, on serait justement déjà arrivé depuis fort longtemps à réguler l'accès des individus à certaines plateformes. Voyez un peu. Il se trouve tout simplement aujourd'hui que et surtout que c'est devenu comme un snobisme très promu dans notre société. Les parents achètent les téléphones Android à leurs enfants de 12 ans, 15 ans, ainsi de suite. Et il y a le Wi-Fi qui est à la maison et donc tout le monde a accès. On montre même comment on manipule. Seulement quand on a montré les premières touches d'accès, on ne contrôle plus la suite. On ne sait pas jusqu'à quel niveau notre enfant est très intelligent. Et la suite là, il sait comment s'y prendre. Donc je pense que ce ne sont pas les réseaux sociaux qu'on devrait incriminer, mais plutôt notre société, c'est-à-dire que les personnes en charge de réguler notre société. Mais parlant de régulation, il faut quand même citer la loi 2010 qui est relative à la cybersécurité au Cameroun. On a l'impression qu'elle n'existe pas, qu'il n'y a peut-être pas de loi qui soit spécifique à l'utilisation ou à la régulation des réseaux sociaux, mais il y a quand même une loi qui est un peu plus globale et qui pourrait faire intégrer, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux ou l'utilisation des réseaux sociaux. C'est celle justement de la cybersécurité qui a d'ailleurs été promulguée, je pense, en 2010. Est-ce que c'est pas déjà une avancée? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que jusque-là, on peut toujours dire que la faute revient à la société ou à nos dirigeants? Oui. Vous savez, l'esprit humain, il est d'une capacité qu'on ne peut pas arriver à cerner en si peu de temps. J'ai l'habitude de dire que nous avons 14 milliards de neurones dans notre cerveau, dont nous avons une intelligence hyper. Conséquence, les réseaux sociaux sont arrivés dans notre société et cela a comme surpris nos dirigeants. Ils essayent de mettre en place une loi que eux-mêmes n'arrivent pas à appliquer.
au regard, à ne poser qu'un regard empirique, on a l'impression, là, et vous faites bien de poser la question de savoir est-ce que je pense c'est vrai, parce que je n'ai pas des éléments en main, mais au regard de tout ce qui se passe, on a l'impression justement que rien n'est fait. Qu'il y a du laxisme. Et voilà. Et c'est pour cela que, parce que vous et moi qui utilisons un peu les réseaux sociaux, on connaît ces influenceurs et influenceuses, on sait qui sont ceux qui dérapent. Et on devrait mobiliser, au plan gouvernemental, on parle de comité interministériel. Je pense qu'on devrait aussi mobiliser les compétences qui entrent dans l'éducation en termes de psychologues, sociologues, hommes de droit, journalistes, hommes d'église et autres. On devrait les réunir pour qu'ensemble, ils essayent de proposer des types de comportements ou alors comment arriver à cerner toutes ces dérives qu'on observe dans les réseaux sociaux. Et je vous dis, tout cela tend à être promu ou alors prendre de l'ampleur parce qu'il n'y a pas de d'échange, c'est-à-dire qu'on ne leur oppose rien, c'est-à-dire qu'à tout ce que les influenceurs et influenceurs font sur les réseaux sociaux, on ne voit pas ce qui se fait dans les médias classiques. Qu'est-ce que les télévisions, quels sont les programmes qui sont mis en place pour que les gens essayent de se dire, bon, ok, j'ai déjà ce que je recherche sur les chaînes de télévision, donc les réseaux sociaux là, et puis ceux qui interviennent sur les plateaux de télévision, dans les chaînes de radio, et je ne sais pas où, c'est de la qualité sûre. Ils sont reconnus, ils sont connus, et ce qu'ils disent est pertinent. Conséquent, je n'ai plus besoin d'aller chercher une quelconque information sur le net. Or, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que la scène est laissée complètement aux influenceurs et influenceuses. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire. Notre société, vraiment, nous avons beaucoup à faire. Alors, à ce jour, on peut évoquer une pléthore de cas ou même une série de cas d'influenceurs et d'influenceuses morts de manière bizarre, de manière tragique, qui se trouvent également dans des états plutôt critiques, j'ai envie de dire, à la fin de leur vie et parfois même en plein milieu de leur vie ou à la fleur de l'âge, je vais dire ça comme ça. N'est-ce pas la conséquence logique lorsqu'on a peut-être mal joué son rôle en tant qu'influenceur et que au lieu par exemple de participer à la construction, à la sensibilisation dans notre société, on a plutôt passé le temps à vendre le rêve? Oui, ce que vous dites est pertinent et ça rejoint un peu les propos que nous avons eu à voir il y a quelques instants, c'est-à-dire que prenons de façon schématique un influenceur, c'est quelqu'un qui voudrait se comporter comme un modèle, qui voudrait être comme un guide pour une cible quelconque. Dans ce mécanisme, l'influenceur ou l'influenceuse s'est retrouvé à avoir une audience très large. Et là, on a attrapé la grosse tête. Et donc, quand on attrape la grosse tête, et les vues, ça se paye sur les réseaux sociaux. Et donc, on a gagné de l'argent, j'ai envie de dire facilement. Et quand on a gagné de l'argent facilement, on a envie de prouver aux uns et aux autres que ce qu'on fait, on a gagné sa vie. Et dès lors qu'on se comporte ainsi, on mène une vie de non-retenue. Vous voyez un peu, ça devient un peu de laisser aller, on fait des choses parce qu'on a déjà la stamania, on attrape un peu la personnalité narcissique en excès, et tout excès ayant le réveil, ces influenceurs qui, à fleur de leur âge, succombent à des états de santé graves, malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas fait preuve de maîtrise de soi, on n'a pas su contrôler son travail, si je peux dire ça comme ça. Peut-être parce qu'on n'a pas aussi été bien entouré, vous ne pensez pas? Oui, mais parce que c'est même ça le gros problème. Ces influenceurs ne travaillent pas avec des équipes. Moi, je vous dis que, moi, par exemple, je suis dans 2 laboratoires de psychologie sociale là. Et quand nous siégeons, quand nous sommes ensemble, il y a de l'autocritique. Il y a de l'autocritique. On se dit, non, toi, Guy, tu as été sur tel plateau de télévision, tu as dit ci, tu as dit ça. Et nous pensons sincèrement, nous te donnons notre avis, que tu aurais pu procéder plutôt comme ceci. Mais ça, c'est parce qu'on a le souci d'un bon rendu, ce qui n'est pas toujours le cas pour les influenceurs.
c'est vrai qu'il disait qu'il faut avoir de la compétence, mais il faut aussi avoir d'autres éléments de maîtrise de soi, de savoir où est-ce qu'on va. Vous voyez un peu. Et les gens sont arrivés sur la scène parce qu'il n'y avait personne qui régulait la scène ou alors personne qui avait occupé la scène. Et on s'est dit qu'on est bon parleur, on est facilement écouté par les autres et on s'est lancé. Et hélas, sans formation, surtout sans formation, on ne maîtrise pas tous les éléments qui entrent. C'est comme si vous prenez, vous permettez que je prenne un exemple simple. Hein? C'est comme si vous avez un architecte qui, avant de construire une maison, a son plan, tient compte des matériaux à prendre en compte et tout. Et un maçon qui a travaillé sur le tas, et quand on lui demande, il sait que bon, je vais monter le mur, il ne sait pas l'étude du sol, il ne prend pas en compte tous les éléments, il ne sait pas que lui-même, s'il ne fait pas attention à l'échafaudage qu'il construit, aux matériaux qu'il utilise pour construire son échafaudage, il risque de tomber. Donc, c'est le risque que ces influenceurs et influenceuses au cours. Vous parlez d'occupation de la scène et justement ces influenceurs et influenceuses occupent la scène en produisant des contenus, des messages dont tout le monde se plaint. On a eu des cas d'influenceurs qui ont proposé des choses qui vont dans le sens de la dépravation des mœurs. Tout le monde s'en plaint, mais bizarrement, tout le monde suit également et donne des likes. Est-ce qu'en sociologie, il y a une explication à ça? On dénigre, mais on aime quand même. Oui. Parce que l'être humain est... nous sommes des... On dit que l'être humain est un être social. Un animal social. Un animal social, pardon. Merci. Ça dit que nous sommes ce que nous sommes comme vous et moi parce qu'on se conforme aux règles. Mais en réalité, si on nous laisse dans un milieu sans règles, nous allons également très bien nous comporter dans ce milieu-là sans règles. Je veux dire, tel que ce milieu voudrait qu'on se comporte. Je veux dire, je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Donc, il y a notre moi interne. Il y a un moi, vous savez, il y a le moi, le ça et le surmoi. Il y a un moi, il y a quelque chose en nous qui est toujours là, qui voudrait se libérer, qui voudrait faire des choses interdites. Et donc, si dans la société nous sommes conformés et qu'on nous donne, je veux dire, l'occasion, un espace de faire des choses non contrôlées, si on n'est pas un animal qui a véritablement intégré les règles de la société, on va se laisser aller à la dérive. C'est ce qui se passe dans avec le mécanisme des influenceurs. Il y a le sensationnel qui intervient. Comme c'est interdit et comme on refuse de... Je vais prendre, il y a eu un artiste, vous permettez que je ne nomme pas l'artiste, je pense que c'était dans les années 96, un artiste qui avait sorti au même moment 3 albums et il avait posé nu. Tout le monde, ça dit qu'on avait interdit la pose de ces images et où, curieusement, des gens partaient, c'est-à-dire dans une même maison, le père achetait les albums parce qu'il voulait voir comment la photo là interdite est, la mère de la maison achetait l'album parce qu'elle voulait voir comment l'image là est, même les enfants, dans la même maison, il y avait plusieurs de ces cassettes. Et à cette période où l'artiste avait touché pratiquement le sommet de ses ventes. Donc la chose interdite est toujours attirée par l'être humain. Et donc... Ça ne risque pas de changer, c'est ça? Ça risque de changer si notre société se développe ces mécanismes de contrôle. Je parle toujours d'éducation dans notre société. Et l'éducation commence par la cellule familiale. Oui, mais malheureusement, depuis une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine d'années, les conditions, la précarité dans laquelle nous vivons, même les parents ont du mal à éduquer les enfants. Hein. Je peux vous assurer, actuellement, depuis pratiquement 20 ans à cause de la crise économique, c'est qu'il faut chercher des revenus, il faut travailler. Et nous avons nos enfants qui nous descendent à la maison avec les nounous et autres, on ne connaît pas la suite. Et quand on revient le soir, on est plutôt content de rentrer avec un pot de yaourt à main
que de se dire, bon, après quand on arrive, on a veillé à ce que la télé donne, si ça donne, bon, ok, ça va. Donc ça veut dire que moi, parent, j'ai joué mon rôle. Si il y a la télé à la maison, non, s'il y a le courant, l'énergie électrique, alors vous avez dit que moi, parent, j'ai joué mon rôle. Alors, il y a l'éducation. Est-ce que vous avez fait ci? Est-ce que vous avez veillé à faire ça? Est-ce que les téléphones, les choses, les gadgets qu'on achète pour compenser notre absence auprès des enfants, on regarde que ça les distrait. Ça, c'est ce qu'on nous présente. Mais quel est le réveil de la médaille? Faisons-en attention. Alors, ce sera la dernière question, ce sera pour sortir. On a, depuis le début de notre échange, peint le tableau, ou du moins, on a trop peint en noir le tableau des influenceurs. Est-ce qu'il n'y a pas également du bon dans ce phénomène, finalement? S'il y en a aussi. Et c'est tout simplement que l'ivraie est beaucoup plus visible. Le mauvais grain, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les influenceurs et les influenceuses qui sont plutôt dans la dérive, ce sont eux qui sont le plus vus. Et c'est ça qui dépeint un peu ce métier, entre guillemets, des influenceurs. Mais il y en a que nous observons qui font l'effort de se conformer aux règles. Parce que je connais par exemple une plateforme de deux avocats, ils travaillent en paix, mais qui orientent leurs cibles sur des cas auxquels ils sont confrontés, qui leur disent non, tel que vous avez expliqué votre problème, il est mieux de procéder comme ça, ainsi comme ça. Et il y en a qui reviennent après pour dire oui, j'ai essayé comme ça, maître, ça donne, et nous essayons, et ils disent bon, ok, d'accord, mais c'est bien pour vous. Il y a aussi une jeune plateforme de psychologie également qui oriente les gens dans ce type. Donc, il y en a qui essayent. Notre problème, c'est qu'il y en a qui, un peu comme dans tous les métiers, hein, ça dit que les gens ont profité du fait qu'il y en a, ça dit que c'est un secteur qui n'est pas occupé. Ils ont eu certaines aptitudes à pouvoir s'adresser aux foules, et donc ils se sont lancés, ils n'ont pas fait attention à la formation, donc ils n'ont pas fait attention à la maîtrise de soi, parce que faire tout, quoi qu'on fasse, qu'on soit préfet, journaliste, homme d'église, il faut essayer de garder les pieds sur terre. Vraiment, j'utilise une expression pour que tout le monde comprenne. Or, les influenceurs, à un moment donné, c'est la stamania, et ils pensent qu'ils ont touché, ils sont déjà devenus les guides de la société. Et bon, on observe. C'est vrai que j'ai dit que c'était la dernière question, mais ça, c'est vraiment la dernière question. Est-ce que ces bons grains qu'on a quand même peuvent finalement donner espoir à notre société? Est-ce qu'on peut avoir espoir, puisque parmi les mauvais, il y a également du bon? Si nous sommes humains, c'est parce que nous devons garder de l'espoir. Et il y a du positif. Je sais que nous disons, peut-être que vous allez dire que nous-mêmes, nous les psychologues, nous sommes un peu laxistes, nous sommes un peu paresseux. Nous nous encourageons vraiment à occuper de l'espace. Il se trouve tout simplement que le travail est immense. Vraiment, le travail est immense. Donc, mais nous disons que dans un avenir très proche, on pourrait arriver à changer cette donne actuelle. Guillaume Coton, psychosociologue, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour que ce programme soit réalisé. On vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de l'interview sur DBS Télévision. D'ici là, restez devant nos programmes. À très vite.